Bonjour à tous. Alors, Jordanix a récemment sorti une vidéo en collaboration avec un gars de droite, même bien à droite semble-t-il, histoire de changer. Et cette vidéo parle de décroissance et s'appuie sur Jean-Marc Jancovici. Ce qui me donne un bon prétexte pour rappeler c'est quoi l'économie et pourquoi Jancovici raconte n'importe quoi sur cette discipline. Allez, c'est y part. L'ultra-crépidarianisme. Ultra-crépidarianisme. Les gens parlent au-delà de ce qu'ils savent avec une assurance qui est proportionnelle à leur incompétence. What? Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, laissez-moi juste vous dire que cette vidéo n'est pas un plaidoyer en faveur de la croissance. D'ailleurs, je suis plutôt du style à avoir un mode de vie décroissant, si vous voulez mon avis. Dans cette vidéo, je vais juste vous expliquer pourquoi la plupart des partisans de ce qu'on appelle la décroissance visent bien souvent à côté. Et tout d'abord, il va nous falloir comprendre ce qu'est la croissance. La croissance, c'est l'augmentation du produit intérieur brut d'une période à une autre. La décroissance, c'est donc une variation négative du PIB, ce qu'on a tendance à appeler parfois une récession. En général, pour ce calcul, on a plutôt tendance à utiliser le PIB en volume. C'est-à-dire qu'on ne s'intéresse qu'à la variation des quantités à prix constant donc, et pas la variation de valeur, ce qui exclut l'inflation. Bien entendu, cet indicateur est critiquable, mais c'est celui qu'on utilise pour calculer la croissance. De manière générale, comme tu as très bien dit, tous les indicateurs ont des limites. Le PIB, il ne tombe pas à plus non plus. C'est pas pour ça qu'il est pas bien. Effectivement, il faut regarder toutes les boussoles qu'on a. Alors, tu parlais de valorisation économique de l'environnement. Il y a une ressource qui est sympa là-dessus, qui est pour ceux que ça intéresse, que je vais mettre dans les commentaires de cette vidéo YouTube et sur mon blog. Donc, qui est le manuel d'économie Core Economics, qui est un manuel de première année. Il y a toute une partie sur donc la valorisation économique de l'environnement, et il présente certaines études où effectivement, les économistes qui sont intéressés à la croissance de certains pays, et quand on tient en compte la destruction du stock de capital naturel, par exemple des forêts, et évidemment le PIB s'en trouve, la croissance du PIB s'en trouve nettement ralentie. Donc, attention, la croissance est une valeur monétaire, ce qui signifie que la consommation de 100 produits de 1 euro va aboutir à la même croissance que la consommation d'un produit de 100 euros. Je suppose aussi que si un nouveau type de produit est consommé, ce dernier va s'ajouter directement au PIB par volume avec son prix initial à l'entrée sur le marché. Ça implique donc qu'un bien ou service qui nécessite très peu d'émissions de CO2, voire aucune, peut très bien rapporter plus au PIB qu'un autre type de bien ou service très polluant. Faisons une expérience de pensée. Imaginons un produit révolutionnaire, un robot capable de transformer du CO2 en eau, au point que son bilan carbone est négatif, c'est-à-dire qu'il va transformer plus de CO2 qu'il n'en produit. Malheureusement, notre robot alchimiste est très compliqué à fabriquer. C'est pourquoi il coûte extrêmement cher en 2023. Disons 10 000 euros. Mais durant l'année, les ingénieurs parviennent à mettre au point une méthode pour le fabriquer beaucoup plus vite. Il coûte alors beaucoup moins et se vend 10 fois plus. Les émissions de CO2 se réduisent donc, et ceci alors que le PIB a augmenté de 100 000 euros. Évidemment, c'est un exemple un peu capillotracté, mais c'est une façon de voir comment on manipule le PIB. Maintenant, essayons de comprendre en quoi consiste l'économie et pourquoi la vision de Jancovici de cette discipline est erronée. Pour Jancovici et d'autres, les chercheurs en économie ont, pour le plus grand nombre, des croyances qui ne sont pas compatibles avec le réel, et ceci de façon évidente. Ils croiraient dans la croissance infinie dans un monde fini, dans la gratuité et le caractère inépuisable des ressources naturelles, etc. Mais qu'en est-il réellement ? Les chercheurs en économie sont-ils des idiots incapables de comprendre des choses basiques ? Ou alors, l'ingénieur Jean-Marc Jancovici a-t-il étudié l'économie de façon trop superficielle ? Eh bien, on va voir ça ensemble. On a fait un système qui est potentiellement infini, pour ça qu'il est si séduisant. Alors pourquoi est-ce qu'on a fait ça ? Parce qu'il y a 2 siècles, quand on commence à théoriser l'économie, vous avez un certain nombre de gens qui font l'observation suivante. Ils disent l'économie, c'est la gestion de ce qui est rare. Ce qui est rare il y a 2 siècles, c'est quoi ? C'est le facteur humain. Vous avez plein d'espèces, plein d'espaces, plein de monde. Les États-Unis sont à peine au début de leur colonisation. La Russie est immense, etc. On ne sait pas jusqu'où va l'océan. Pas de problème de ressources. Ce qui est rare il y a 2 siècles, c'est le facteur humain. Et donc les économistes il y a 2 siècles, à l'image de M. Say, qui a écrit très exactement ce qui est écrit ici, eh bien se disent, au premier ordre, je vais me contenter de regarder la limitation venant des hommes, le reste je m'en fous, je ne compte pas. Et si je considère que les ressources sont infinies, vous êtes d'accord avec moi que toute variation du stock est nulle. Delta S sur l'infini, ça fait toujours 0. Donc je vais compter pour nul les facteurs qui ne viennent pas
des hommes. Approximation au premier ordre qui est toujours celle de l'économie aujourd'hui. Donc je vais dire quelque chose qui va faire beaucoup de peine à votre directeur des études qui vient de rentrer. Toute l'économie qu'on vous apprend à l'école est fausse quand il s'agit d'approcher le système humain dans sa globalité. Quand il s'agit d'approcher des arbitrages au sein du système humain, ça marche. Quand il s'agit d'approcher la totalité des hommes dans leur environnement, ça ne dit que des bêtises. C'est pas fait pour ça. Donc, dit autrement, l'économie que j'ai apprise à l'école et qu'on apprend toujours aujourd'hui, c'est que le système productif est alimenté par deux facteurs de production qui sont le capital humain et le travail humain, et ça suffit à remplir le supermarché. Ça ne tient pas compte des machines, ça ne tient pas compte des ressources. Alors là, je vous ai mis un petit extrait d'une conférence de Jean Covici. Faut savoir qu'il adore faire ce petit numéro un peu partout, parce que j'avais déjà visionné une conférence similaire il y a plusieurs mois. Il y a 2 siècles, l'économie, l'école d'économie naissante, qu'on appelle aujourd'hui l'économie classique, vous dit quand on va s'intéresser à l'économie, c'est-à-dire à la production, on va s'intéresser à ce qui est limitant pour la production. Bon, ce qui est limitant, c'est ce qui dépend des hommes, le reste, c'est pas la peine de s'en occuper. À ce moment-là, les économistes modélisent le système comme suit. Ils vous disent on a un système productif. Les deux facteurs limitants, donc les deux qui pilotent la production, c'est le capital et le travail humain. Et si vous avez du capital et du travail, hop, Beneteau fait de bonnes affaires et le supermarché est rempli. Voilà, ça suffit. Dit autrement, pour avoir tout ce qui remplit le supermarché, il suffit que j'ai des gens au travail et des banquiers compétissants. Alors là-dessus, l'ingénieur que vous êtes et que je suis arrive en disant « monsieur, madame, tous les éléments du tableau de Mendeleïev là, qui sont contenus dans mes objets à droite, j'ai bien été obligé de les prendre quelque part. » Donc là, je vous fais apparaître deux autres facteurs limitants potentiels de l'activité humaine, les ressources transformables et la capacité à les transformer via le parc de machines. Le capital existe bien, donc le travail existe bien dans cette représentation. Il est là, c'est la capacité à transformer, mais il n'est pas limité aux hommes. Le capital existe bien également dans cette représentation. C'est juste des ressources qu'on a utilisées pour faire des biens qui ne se détruisent pas quand on s'en sert. Et Jordanix en présente une quasi identique. En gros, l'économie qu'on vous apprend aujourd'hui, elle dérive de manière très ancienne, de manière très sophistiquée, d'un postulat très ancien, qui est que pour alimenter le système productif, j'ai besoin de deux facteurs humains, qui sont le capital et le travail, et ça suffit à remplir le supermarché. Alors en fait, l'ingénieur qui regarde ça, il vous dit « c'est pas sûr, parce que pour remplir le supermarché, il faut avoir la matière qui va remplir le supermarché. » Donc en fait, si vous voulez faire une chemise, c'est compliqué sans les molécules qui constituent la chemise. Il a bien fallu les trouver quelque part. Alors déjà, je pense que, comme moi, vous sentez toute la pédanterie de l'ultra-crépidarianiste, absolument sûr de lui, sûr que les économistes n'ont rien compris, sont mauvais, et qu'ils suivent aveuglément les préceptes de mecs d'il y a 2 siècles, sans les questionner. Bon, c'est pas comme si les économistes modernes avaient abandonné la valeur travail des classiques pour l'utilité marginale. Mais soit. C affirme donc ici que les ressources naturelles sont inépuisables. Pour JMJ, c'est un fait accablant. Mais qu'en est-il réellement ? En effet, si on décide de parcourir les 400 pages du traité d'économie politique, la source qu'affiche Jean Covici, on se rend compte que la phrase, qui est très exactement écrite de cette façon pour JMJ, n'est présente nulle part. Mais alors, vraiment nulle part. Ce qui est normal, puisque cette citation est apparemment tirée du cours d'économie politique de C. Alors, ça peut vous sembler anecdotique, une petite erreur de rien du tout. Mais pour moi, ça indique que Jean Covici n'a probablement pas été vérifier la citation en question et n'a pas lu Jean-Baptiste C. Mais moi, j'ai été voir ce que disait Jean-Baptiste C. Et vous savez ce qu'il disait le petit dans son traité d'économie ? Voici ses dires. Les hommes jouissent de certains biens que la nature leur accorde gratuitement, tels que l'air, l'eau, la lumière du soleil. Ce ne sont pas ces biens auxquels, dans l'acception commune, ils donnent le nom de richesse. Ils le réservent pour ceux qui ont une valeur qui leur est propre, et qui sont devenus la propriété exclusive de leurs possesseurs, tels que des terres, des métaux, des monnaies, des grains, des étoffes, des marchandises de toutes les sortes. Les biens également accessibles à tous, dont chacun peut jouir à sa volonté, sans être obligé de les acquérir, sans craindre de les épuiser, tels que l'air, l'eau, la lumière du soleil, nous étant donnés gratuitement par la nature, peut être appelés des richesses naturelles. Comme elles ne sauraient être ni produites, ni distribuées, ni consommées, elles ne sont pas du ressort de l'économie politique. En effet, pour C, seuls les éléments possédés et échangés peuvent acquérir de la valeur. La propriété et l'échange économique étant des institutions sociales, ces biens sont des richesses sociales.
C évoque par exemple les prix du café et du froment, faisant de ces derniers des richesses sociales et non pas naturelles. Et la production, pour C, doit être comprise comme la capacité à fournir de l'utilité à un produit et donc de la valeur à ce dernier, valeur qui se matérialisera dans l'échange. C distingue donc les biens en forte abondance, qui sont dits naturels, des biens qui ne le sont pas et sont donc l'objet de la science économique. En effet, l'économie étudie la production des biens et services, les échanges, mais aussi l'allocation et l'utilisation des ressources rares. Pour comprendre ce qu'est l'économie politique, il faut d'abord comprendre ce qu'est une économie. De manière générale, les gens considèrent qu'une économie est un système de production et de distribution de biens et de services que l'on utilise tous les jours. Seulement, cette définition n'est pas suffisante, car en soi, le Jardin d'Éden est un système de production et de distribution de biens et de services. Et ce n'est pas une économie pour autant, car toutes les ressources sont toujours en abondance. Une bonne définition de ce qu'est l'économie politique a alors été donnée par un célèbre économiste anglais, Lionel Robbins. Pour lui, l'économie politique correspond à l'étude de l'utilisation de ressources rares qui peuvent avoir des utilisations multiples. Quand Robbins parle de ressources rares, il ne parle pas simplement de ressources dont la quantité est limitée. En économie politique, un bien ou un service est rare quand la demande pour ce bien ou ce service est bien plus importante que l'offre présente. Comme nous ne vivons pas dans un jardin d'Éden, les ressources ont un prix. Certains ont besoin de tels biens et services et d'autres de tel autre. Et c'est par l'échange qu'ils se fournissent ce dont ils ont le plus besoin. En effet, qui imagine payer ou entrer en conflit pour quelque chose disponible absolument partout et en quantité illimitée? L'acier, l'or, les fruits et légumes ont tous un prix. Alors oui, ce prix ne se révèle que dans l'échange avec d'autres hommes. C'est-à-dire que le premier qui trouve un morceau d'acier ne doit rien à la terre. Il n'effectue aucune transaction avec cette dernière. Et si quelqu'un veut s'accaparer le bout d'acier de notre ami, il devra l'acheter. On pourrait éventuellement choisir de taxer certaines ressources naturelles, afin que même le possesseur initial de l'objet soit contraint de payer pour s'accaparer la ressource. C'est typique du georgisme par exemple, et de sa land value tax. Mais ce n'est pas l'objet de notre discussion. Ce que je cherche à montrer ici, c'est qu'une ressource qui a un prix, qui n'est pas abondante et qui est épuisable, n'est pas considérée par C comme une richesse naturelle. Les richesses naturelles sont principalement celles qui sont impliquées dans ce qu'on appellerait aujourd'hui les énergies renouvelables. Mais tout ça n'est-il pas un peu capillotracté? Pourquoi Jean-Baptiste C n'emploie pas un autre vocabulaire? Bien, Auguste Walras, père de Léon Walras, fondateur de l'école néoclassique, semble en effet peu convaincu. Pour lui, C néglige l'aspect rareté dans son analyse et omet bien les ressources naturelles de la catégorie des richesses sociales. Mais, dans tous les cas, cela n'a que peu d'importance. En effet, on constate bien ici que les ressources naturelles sont prises en compte par les économistes. La rareté étant au cœur de la théorie moderne de la valeur, il ne peut en être autrement. Ce que c'est appelé richesse naturelle, nous l'appelons aujourd'hui bien libre. Pourtant, JMJ affirme que l'économie de ces 2-3 derniers siècles se contente d'étudier le capital humain et le travail, excluant de facto les capitaux fixes, comme les machines, et les capitaux circulants, c'est-à-dire les biens transformables. Notions qui sont pourtant déjà abordées dans La richesse des nations d'Adam Smith, célèbre économiste de l'école classique. Au capital humain, Jean Covici attribue d'ailleurs une définition erronée, le ramenant à du capital financier prêté par les banquiers, alors qu'il faudrait plutôt y voir des compétences et du savoir. Naturellement, certains me diront que c'était une erreur de sa part, un lapsus, et qu'il voulait effectivement parler de monnaie. Mais la monnaie n'a pas un rôle direct dans la production. Elle n'est qu'un intermédiaire facilitant les échanges. Tout capital financier, dans le cadre d'une entreprise, doit servir à se fournir en moyens de production ou en travail humain, et n'a pas vocation à être thésaurisé. La propriété privée n'a de sens que parce que les ressources sont rares, et que les hommes entrent en conflit pour se les approprier. Donc, si les moyens de production étaient vraiment en abondance, au point que la science économique n'est pas à s'en soucier, alors la propriété privée des moyens de production n'aurait pas de réalité, et donc, par la même occasion, le capitalisme non plus. Les prémices du raisonnement de Jean Covici impliquent donc que les économistes n'étudient pas le capitalisme et qu'ils le considèrent comme irréel. C'est tout bonnement absurde. Aucun économiste n'exclut les matières premières, et encore moins les machines, des facteurs de production. Quant à l'argument de Jean Covici d'une limite physique à la production qui est celle de la limite de matière disponible, Jean-Baptiste C en parle déjà dans son traité d'économie politique. Mais on ne crée pas des objets. La masse des matières dont se compose le monde ne saurait augmenter ni diminuer. Tout ce que nous pouvons faire, c'est de reproduire ces matières sous une autre forme qui les rende propres à un usage quelconque qu'elles n'avaient pas, ou seulement qui augmente l'utilité qu'elles pouvaient avoir. Alors, il y a création, non pas de matière, mais d'utilité.
Et comme cette utilité leur donne de la valeur, il y a production de richesse. C'est ainsi qu'il faut entendre le mot production en économie politique et dans tout le cours de cet ouvrage. La production n'est point une création de matière, mais une création d'utilité. Elle ne se mesure point suivant la longueur, le volume ou le poids du produit, mais suivant l'utilité qu'on lui a donnée. C comprend l'importance de l'utilité dans la valeur des biens, et il ne croit pas que le travail nécessaire pour faire un bien soit la principale source de valeur de ce dernier. Néanmoins, il est incapable de résoudre le paradoxe de l'eau et du diamant. Pourquoi donc l'eau, vitale, a-t-elle moins de valeur que le diamant, dont l'utilité est bien plus faible? La réponse réside dans la rareté. Et la révolution marginaliste de Walras, Jevons et Menger permettra de mettre un terme à ce débat, une bonne fois pour toutes. Toute l'histoire de la science économique atteste donc d'une étude des biens que nous offre la nature. Les physiocrates, ancêtres des classiques dont C fait partie, voyaient déjà dans la Terre la principale source de valeur économique. François Quesnay, fondateur de cette école, écrivait que le souverain et la nation ne perdent jamais de vue que la terre est l'unique source des richesses, et que c'est l'agriculture qui les multiplie. Et pour Jancovici, les économistes seraient trop bêtes pour prendre en compte l'intrant dans la production. Tout ça témoigne d'une vision relativement naïve de l'économie, celle de l'individu qui rabâche en continu l'homme de paille de la croissance infinie dans un monde fini. Pourtant, l'économie est bien une discipline qui s'intéresse aux ressources naturelles rares. Plus une ressource sera demandée, mais disponible en faible quantité, et plus l'obtenir par l'échange coûtera cher. Le propriétaire initial de la ressource aura tout intérêt à la vendre s'il ne sait pas quoi en faire d'utile. Et l'acheteur, lui, devra en faire un usage pertinent économiquement, sans quoi il aura payé très cher pour rien. Et si jamais quelqu'un n'a pas les moyens de se procurer la ressource, parce que trop cher, il lui faudra alors trouver une alternative. C'est tout l'objet des prix et du calcul économique, qui trouvent tout leur intérêt dans un système où les ressources ne sont pas en abondance. Bien entendu, si pour JMJ le problème est celui de l'appropriation originelle, du homesteading, ou bien de la dégradation de l'environnement, qu'il se rassure, ces thèmes font déjà l'objet de débats politiques et économiques. Au final, nous sommes nombreux à penser qu'il est difficile de prendre au sérieux Jancovici sur les questions d'économie. Au sein de la communauté sceptique, des économistes se sont déjà exprimés sur ses prises de position. Il est très critiqué pour les contre-vérités qu'il assène sur le sujet. Mais, malgré ce manque criant d'expertise sur le sujet, Jancovici ne peut s'empêcher de croire qu'il a compris, là où les chercheurs en économie n'ont pas compris. Dans mes souvenirs, il affirme même qu'intégrer des économistes au sein du GIEC a été une erreur. Comme si l'économie était une dimension facultative dans la mise en place d'un plan de lutte contre le réchauffement climatique. Tout ça n'est tout bonnement pas sérieux. En gros, l'économie qu'on vous apprend aujourd'hui, elle dérive de façon très sophistiquée avec des tas de fonctions, de mathématiques complexes, etc., auxquelles je ne comprends rien. Mais bon, malgré les erreurs de Janco, on va se concentrer sur l'affirmation principale de cette vidéo. La décroissance est inévitable, le découplage des émissions de CO2 avec la croissance est impossible. Tellement impossible que ça relève de l'évidence, au point de faire rire Jordanix et Aurélien Barraud. L'une des idées fortes de Jean-Marc Jancovici est qu'il est impossible de concevoir une économie qui serait à la fois en croissance et qui décarboniserait ses activités. D'ailleurs, ne serait-ce que la stagnation du PIB des pays riches est écologiquement et physiquement inconcevable. Comme le dit Janco, il va arriver un moment où il va falloir hiérarchiser nos renoncements. Alors oui, c'est vrai, il existe une thèse alternative qui est celle du découplage du PIB et du CO2. Autrement dit, grâce à de nouvelles technologies hypothétiques pour le moment, chaque pays pourrait diminuer ses émissions de CO2 tout en continuant sa croissance. Donc en continuant de produire toujours plus et de consommer toujours plus. Perso, moi ça me fait marrer, mais bon. Vous évoquiez le découplage. Certes, mais c'est une pensée magique. C'est une croyance au Père Noël. Ce que montrent l'histoire et les analyses sérieuses, les publications scientifiques, c'est un surcouplage. C'est un peu compliqué de parier notre avenir sur quelque chose qui est démenti par les faits. Mais qu'en est-il réellement? En effet, si on va sur le site Our World in Data, on trouve une page intitulée « Beaucoup de pays ont découplé leur croissance économique des émissions de CO2 ». Cela signifie donc que, dans ces pays, les émissions de CO2 n'augmentent pas aussi vite que la croissance. Mais là, Jordanix me rétorquerait sûrement que la baisse des émissions dans ces pays est due à la délocalisation de la production. C'est en bonne partie grâce aux efforts de sobriété de l'industrie, mais aussi dû au fait qu'une bonne partie de la production a été délocalisée. Donc le problème a été globalement déplacé. Sauf que le titre de l'article dit que ce découplage a eu lieu même si on prend en compte la production délocalisée. Et oui, on observe déjà un découplage des émissions dans de nombreux pays. Par exemple, en France, on constate que le PIB et le PIB par habitant augmentent ces dernières décennies, là où les émissions de CO2 de la production et de la consommation diminuent toutes les deux. Les émissions de la consommation prenant en compte les biens importés.
L'article explique que beaucoup de pays sont en effet parvenus à découpler consommation d'énergie et croissance, chose impensable dans le logiciel de Jancovici. Si je fais un zoom sur une période plus courte, qui est les 60 dernières années, voilà à quoi ça ressemble. Vous avez ici une courbe qui est obtenue de la manière suivante. Pour chaque point entre 1965 et 2018, je n'ai pas encore les statistiques pour 2019, j'ai mis sur l'axe horizontal la quantité de croquettes pour machine qu'on utilise, c'est-à-dire le parc de machines en service, et sur l'axe vertical, la contrepartie économique, ce qu'on appelle le PIB, de la production humaine. Eh bien, vous voyez que le meilleur modèle macroéconomique au monde s'appelle une droite. Une droite. C'est simple à comprendre, mais moi j'y arrive. Une droite. Dit autrement, c'est très très simple. Dis-moi combien de croquettes pour machine tu as, je te dirai combien de machines fonctionnent, et donc je te dirai quelle est ta production. La première chose qu'on a vue, c'est que si on regarde au niveau historique depuis 1900 pour les données sur l'énergie et le PIB, donc sur l'économie, en fait, jusqu'à 1970, on avait une vraie proportionnalité entre énergie et économie, donc c'était vraiment 1 pour 1. Et à partir de 1973, on commence à avoir une sorte de variation à partir de ça. La courbe commence à s'aplatir un peu, donc l'économie évolue beaucoup plus vite que l'énergie. Alors on pourrait discuter de la forme mathématique, mais c'est pas hyper important. Ce qui est important, c'est qu'en fait cette relation elle a vraiment changé dans les années 70. C'est difficile de donner une date précise, parce qu'il y a quand même une petite part d'erreur dans les analyses, mais clairement c'est dans les années 70, donc clairement le choc pétrolier a joué. Et après, en fait, vraiment l'économie commence à grossir plus vite que la demande énergétique. Et au niveau national, on retrouve la même chose, en fait, c'est que tous les pays ont une phase où leur demande énergétique est proportionnelle à leur PIB. Et puis, d'un seul coup, alors à différents moments, l'Angleterre, c'est arrivé plus tôt que pour d'autres pays. À un moment, on voit une inflexion et on voit que l'économie commence à croître beaucoup plus vite que la demande énergétique. Et beaucoup de pays développés atteignent un plateau sur leur consommation énergétique et voir la demande énergétique diminue lentement. Alors, ce n'est pas une diminution extraordinaire, mais quand même, alors que le PIB, lui, continue à croître. Et la dernière chose qu'on regarde aussi en faisant un peu une réagrégation des choses, c'est que la demande énergétique mondiale, elle colle pas mal à ce qu'on pourrait attendre sur une courbe, ce qu'on appelle une courbe en S en physique. En fait, c'est un système met du temps à émerger, d'un coup, il y a une croissance exponentielle, et puis cette croissance, elle ralentit au fur et à mesure du temps, puis on arrive à une limite. Et en fait, on voit ça dans pas mal de pays. Pas mal de pays développés suivent ce type de courbe en S, et si on réagrège au niveau mondial, ça colle pas trop mal. Alors, ce n'est pas une prévision, les choses peuvent changer, etc. Mais c'est intéressant de voir que déjà depuis à peu près 2006, la demande énergétique a tendance à baisser, même un petit peu avant 2006 en fait. La demande énergétique, elle croît de moins en moins vite, ce qui est un peu le signe qu'on pourrait peut-être s'approcher d'une asymptote. Ouais, alors là, on commence à sortir un petit peu de mon champ d'expertise, mais il y a aussi ce qu'est le PIB et ce qu'il mesure, et en fait, on peut, même avec une quantité d'énergie donnée, on peut créer différents niveaux de valeur. On m'avait expliqué une analogie assez... Alors pour un économiste, c'est peut-être pas une bonne analogie, je dirais peut-être une connerie, mais je peux prendre les mêmes ingrédients et faire 2 gâteaux différents, un gâteau très mauvais, un gâteau qui est très bon. L'un, je le vendrai très cher, et l'autre, je le vendrai pas cher du tout. Mais j'ai la même quantité d'énergie qui allait dedans, en fait. Et donc, il y a aussi ça qui est parfois un petit peu difficile. Ça rend les discussions un peu difficiles parce qu'il y a quand même une part de valeur, pas physique sur le PIB. Et là, je parle sous le contrôle d'un économiste. Mais ils sont aussi parvenus à remplacer les énergies fossiles par des sources d'énergie qui émettent du carbone en faible quantité. L'article conclut par « Ces pays montrent que la croissance économique n'est pas incompatible avec la réduction des émissions ». Maintenant, à l'échelle du monde, cette croissance est certes beaucoup plus importante que les émissions de CO2, mais les deux restent tout de même en augmentation. Oui, les pays riches réussissent peut-être là un exploit que beaucoup croyaient impossible. Mais cela ne sera probablement pas suffisant. Nous sommes face à une urgence. C'est pourquoi il convient de s'interroger sur ce que nous devons faire. Réduire nos émissions de gaz à effet de serre semble être la principale solution. La question est, comment faire ? Une proposition évidente est de réduire notre consommation de biens et services qui émettent beaucoup de gaz à effet de serre et de trouver des moyens de production alternatifs à ceux qui polluent. Pour parvenir à cela, il est tout à fait possible de s'inspirer des propositions de l'économiste Arthur Cecil Pigou. Proche de Keynes et élève d'Alfred Marshall, l'un des pionniers de l'école néoclassique, Pigou est connu pour avoir introduit la notion d'externalité en économie. Ces externalités peuvent être positives, mais aussi négatives. Et afin d'intégrer les dommages causés par les externalités négatives aux échanges, on peut mettre en place une taxe dite pigouvienne.
Ici, dans le cadre de la lutte contre le réchauffement climatique, cette taxe ciblerait les émissions de gaz à effet de serre. Elle inciterait alors les consommateurs à se détourner des produits qui émettent trop de carbone et les entreprises à trouver des moyens alternatifs de production qui pourraient alors devenir plus compétitifs en termes de prix que les anciens processus. Habituellement, on appelle cette taxe la taxe carbone. Un nombre gigantesque de papiers traite de cette question, et c'est une idée qui a fait son petit bonhomme de chemin, y compris chez un certain Jean-Marc Jancovici. En effet, en 2004, Jancovici écrivait « Le meilleur service que pourrait nous rendre le gouvernement pour nous éviter des choses fort désagréables à l'avenir, et, en particulier aux ménages modestes, qui sont aussi ceux dont les capacités d'adaptation face à l'adversité sont les plus limitées, serait justement de monter progressivement les prix des énergies non renouvelables par le biais des taxes. Personnellement, je vote pour le premier candidat qui promet de monter les prix des énergies fossiles de 3% par an dès qu'il est élu, sans limitation de durée, et sur tous les combustibles sans exception. Aujourd'hui, pourtant, le bonhomme ne me semble plus trop en parler. Peut-être à cause de l'épisode des Gilets jaunes, je ne sais pas. En tout cas, sachez que la taxe carbone n'est pas la seule façon de lutter contre les émissions de CO2. Une autre manière de faire ça est le quota carbone. Dans ce contexte, l'État attribue un droit de polluer équitable aux entreprises, qui peuvent alors l'utiliser ou bien le revendre à d'autres entreprises. Ne pas polluer fait donc gagner de l'argent, et polluer plus que son quota en fait perdre. Ces deux mécanismes, taxe et quota, visent à donner un prix au carbone, et abordent donc directement la problématique des émissions de gaz à effet de serre. Là où la décroissance ne fait pas la distinction entre les différents modes de production et de consommation. En effet, la croissance ne distingue pas les biens des services, les activités très polluantes, les activités peu polluantes. Pourtant, il arrive que des activités peu polluantes apportent une valeur bien plus grande que des activités plus polluantes. Pour Jancovici, une activité économique, quelle qu'elle soit, ça pollue. Pour avoir une production, et c'est vrai même dans les services, vous voyez, l'enseignement est un service, mais pour le service d'enseignement dans lequel vous êtes, il faut faire cet amphi, avec du pétrole partout, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Il faut que je sois capable de venir ici pour causer, dans un RER qui est fait avec du fer et du plastique, c'est-à-dire encore du pétrole. Il faut qu'on soit alimenté en électricité, parce que sinon je suis obligé de m'époumoner, et puis vous n'avez pas droit à mes planches, qui sont quand même merveilleuses. Oui, aller sur son ordinateur, ça pollue. Aller faire des courses avec sa voiture, ça pollue. Se réchauffer, ça pollue. Vivre, ça pollue. Doit-on mourir dans l'espoir de vaincre le réchauffement climatique? Doit-on retourner à l'âge de pierre avec tous les inconvénients qui vont avec, dans l'espoir d'en finir avec cette menace planétaire? Tout le monde est probablement d'accord pour dire non. C'est pour ça qu'il faut arrêter avec cette masse informe qu'on appelle décroissance. Les partisans de cette dernière devraient plutôt recommander de cibler avec précision les biens et les services non essentiels qui polluent le plus, et inciter à diminuer leur consommation. Ils devraient se passer de cette terminologie qui s'accompagne rarement de modes d'emploi sérieux. Enfin, paraît-il. Car, personnellement, j'avoue avoir eu la flemme de lire tous les articles sur le sujet sur Repec Ideas. Donc, si vous avez plus de courage que moi, n'hésitez pas. Mais pour moi, plus qu'une mesure comparable à la taxe ou au quota carbone, la décroissance est un slogan politique. Le prix du carbone ne sort pas du marché, la décroissance veut en sortir. Pour cela, il faut une planification économique qui nous permette de retourner à un mode de vie plus simple, plus en phase avec la nature, quasiment antérieur à la société industrielle. Quand on regarde ce qui a fait la croissance économique des 2 derniers siècles, c'est essentiellement l'ère des machines, donc l'ère de l'énergie. En fait, l'énergie renouvelable, c'était la totalité de l'énergie qu'on utilisait il y a 2 siècles et demi, et la civilisation industrielle a consisté à sortir des énergies renouvelables, et pas du tout à y rentrer. Il faut adopter une vision alternative du travail, vue de façon péjorative, et lutter contre les tendances consuméristes et productivistes. Pour cela, il faut mettre fin à l'impératif de la croissance, caractéristique de la société capitaliste. Voilà comment j'imagine le discours politique d'un décroissant. Je pense que le choix du mot croissance n'est pas anodin, et qu'il y a là un véritable clivage politique sous-jacent, une volonté de porter un projet anticapitaliste, anti-travail, technophobe et planiste. Mais peut-être que je me plante complètement. À titre personnel, je ne crois pas que la croissance soit notre Dieu, le saint pour lequel on doit prier parce qu'il réglera tous nos soucis, ni que la consommation soit un horizon indépassable. Je pense qu'on peut très bien vivre paisiblement en n'ayant pas le dernier gadget à la mode, ou en n'achetant pas 3 voitures, 10 lits et 6 télés. On peut aussi très bien se passer de tout un tas de services. Nos besoins ont des limites. Et je pense qu'une décroissance non subie ne poserait pas plus de problèmes que ça. Mais si les gens consomment, c'est parce qu'ils en ressentent le besoin. Peut-être sont-ils les drogués de la consommation. Peut-être qu'il y a un sérieux problème avec la publicité. Peut-être que les individus auraient bien besoin de trouver un sens à leur vie, ou de cultiver une forme de spiritualité.
façon de s'épanouir qui soit ailleurs que dans la consommation. Mais sans trouver un moyen de répondre à ces problématiques, la décroissance sera forcément imposée par l'État à un large groupe de personnes. Si elle ne l'était pas et que les individus consentaient quasiment tous à cette dernière, il n'y aurait alors aucune raison d'attendre de l'État une quelconque planification. Sauf à supposer que les individus ne soient pas capables de concrétiser eux-mêmes leur engagement écolo et aient besoin de l'État pour ça. Imaginez, quasiment tout le monde voterait oui à la décroissance, mais personne n'aurait envie de la mettre en place dans son quotidien si l'État n'est pas là pour veiller au grain. Ce serait d'une profonde ironie. Qu'est-ce donc, dans ce cas, que la décroissance démocratique ? Les décroissants moquent la croissance verte, mais je trouve ce concept bien plus crédible qu'une décroissance démocratique. À moins que, ici, la démocratie consiste pour une majorité à obliger une partie de la population à décroître, et pas eux. Bah oui, on pourrait faire décroître les plus riches, même si cela serait probablement insuffisant et priverait d'argent ceux qui bénéficient de leur distribution. Car en fait, si la décroissance ressemble au premier abord à un projet de gauche, elle risque pourtant de se heurter à de nombreuses problématiques pour s'implanter dans ce camp. Comment concilier décroissance et relance keynésienne, décroissance et système de retraite par répartition, décroissance et augmentation du pouvoir d'achat, etc. Bref, si la décroissance veut devenir un vrai objet de débat politique et économique, elle doit se montrer capable de répondre à plus de problématiques que la simple réduction de la consommation pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Elle doit être capable de prendre en compte les conséquences économiques d'une récession sur l'emploi et le bien-être des individus, elle doit trouver un moyen de concilier régime de liberté et lutte contre le réchauffement climatique, elle doit proposer un autre projet politique qu'un confinement géant sous prétexte que bouger, travailler, respirer, ça pollue. Les individus ne cesseront jamais de s'associer et d'échanger. Pourquoi il est important de comprendre que le réchauffement climatique ne se résume pas à des variables naturelles. La politique et l'économie ne sont pas de la physique, cher Jancovici. En réalité, quel est l'objet de la lutte contre le réchauffement climatique ? Pourquoi veut-on lutter contre le réchauffement climatique ? Exactement pour les mêmes raisons que nous luttons contre le cancer et la maladie, contre la faim et la soif, contre les séismes et les ouragans, contre une nature et un environnement hostiles, pour survivre. La question qui se pose, c'est est-ce que toutes les mesures pour réduire les émissions de gaz à effet de serre se valent ? Et pour distinguer les mesures qui se valent des mesures qui ne se valent pas, il me semble qu'il faut se souvenir des raisons pour lesquelles on lutte contre le changement climatique. Et si on lutte contre le changement climatique, jusqu'à preuve du contraire, ce n'est pas pour le plaisir d'humilier l'humanité face à Gaïa, c'est au contraire pour lui assurer le niveau de vie le plus élevé possible. Puisque si on lutte contre le changement climatique, c'est bien parce que le changement climatique, s'il n'est pas maîtrisé, nous expose à des risques potentiellement insupportables sur le plan sanitaire, sur le plan alimentaire, sur le plan de l'habitabilité des zones et des villes côtières. Donc là où je veux en venir, c'est qu'on lutte contre le changement climatique pour des raisons bassement matérielles avant toute chose. Et donc il s'ensuit qu'une politique environnementale cohérente, vertueuse, c'est bien celle qui permet aux êtres humains de bénéficier du niveau de vie le plus élevé possible en toute sûreté dans leur habitat. Notre objectif n'est pas de retourner dans une société certes écologique, mais primitive, où les gens mouraient de maladies à 30 ans, où la mortalité infantile était importante et où la nourriture se faisait rare. Notre objectif n'est pas non plus d'embrasser un régime totalitaire sous prétexte qu'il serait plus à même de lutter contre le changement climatique. Notre objectif est de survivre et de conserver les dispositifs de santé, les capacités de production de nourriture, les logements, les systèmes d'éducation, les libertés de nos sociétés modernes, tout en étant capable de vaincre le réchauffement climatique. Ce sera difficile, mais le réchauffement climatique n'est que le nouvel avatar de Dame Nature qui tente de nous mettre des bâtons dans les roues et nous ôter la vie. Et que le changement climatique est une origine humaine ne change pas le cœur du problème. Je dirais même que cela nous donne encore plus de moyens de peser sur son impact. Évidemment, l'idéal serait de parvenir à mettre la main sur une innovation technologique qui nous permette de vaincre le réchauffement ou de nous adapter. Il faut l'espérer et y croire. C'est possible. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut se rabattre sur ce seul espoir. Il ne faut pas rester passif et agir. Et s'il faut en passer par moins de consommation, soit, ce sera potentiellement plus de temps libre. Temps libre que nous aurons aussi gagné grâce à l'augmentation de la productivité et des machines. Ces éléments ne doivent donc pas être mal vus. Ils permettent de produire plus avec moins. Ils ont permis de faire vivre des milliers de personnes qui n'auraient jamais été là autrement, et ils nous permettent de dédier nos vies, en bonne santé, à autre chose que des travaux pénibles. Malheureusement, ce n'est pas le cas de tous les pays. Les pays pauvres et en développement n'auront probablement pas le temps, l'envie ou les moyens de se préoccuper de l'environnement. L'écologie est un loisir de riches qui ne souffrent pas de la faim, de la guerre, de la dictature ou de l'absence de logement.
C'est pourquoi la responsabilité incombera probablement à l'Occident, c'est-à-dire à ceux qui émettent le plus de carbone par habitant, mais aussi qui ont les moyens de ralentir leur consommation. Ironie du sort ou heureux hasard, c'est aussi l'Occident qui est en mesure de croître tout en réduisant ses émissions de CO2. Au final, qui sait? Peut-être que nous réussirons à éviter la catastrophe, et ceci sans décroissance forcée. Sur ce, merci d'avoir regardé cette petite vidéo. J'espère vous avoir fait réfléchir sur le sujet de la décroissance. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit like et un petit commentaire. C'était Droite Infragile et je vous dis à la prochaine. Ciao.